Pascal Boyer, donc je vous le disais tout à l'heure, présidente de l'ANEM, Association nationale des élus de la montagne et députée des Hautes-Alpes. Alors nous avons avec l'ANEM des relations très longues, très fructueuses. Évidemment, la montagne et l'hydroélectricité, ce sont deux choses qui marchent de pair complètement. En réfléchissant peut-être aux échanges que nous avons eus, et notamment avec Marie-Annick il y a quelques jours, que je salue au passage, je me disais que je pense qu'une des données clés dans cette affaire, c'est l'aménagement du territoire. Évidemment, les maires sont très sensibles, les maires de montagne sont très sensibles à cette question d'aménagement du territoire, tout en préservant l'environnement. Je pense que c'est même pour eux une donnée quasiment innée. On n'est pas à se demander s'il faut préserver la montagne et si en même temps il faut du coup limiter le développement, ou s'il ne faut pas juste faire les deux en même temps parce qu'on sait faire. Voilà. Donc c'est un petit peu ces questions que je voulais partager avec vous ce matin. Je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. Oui, effectivement, il faut développer nos territoires de montagne, mais en même temps, il faut préserver notre environnement, et ça, c'est un équilibre à trouver. Et je pense que les élus et tous les professionnels qui œuvrent dans nos territoires de montagne sont bien évidemment conscients de cet équilibre à trouver et à maintenir, puisque c'est extrêmement important effectivement d'avoir un développement économique sur nos territoires, dans le sens où ça maintient la vie dans nos territoires, mais en même temps, préserver notre environnement, c'est aussi maintenir la vie, puisque c'est à partir de notre environnement que nous pouvons avoir toute l'attractivité que nous avons, et il est important pour nous de maintenir cette attractivité et de la renforcer. Donc je crois qu'il y avait un discours à lire, donc je vais le lire. Merci à vous. Donc déjà, je vous remercie de m'avoir invité à ouvrir ces 15e rencontres de France Hydroélectricité. Alors c'est en tant que présidente de l'Association nationale des élus de la montagne, et c'est important pour moi d'être présente aujourd'hui parmi vous pour vous parler d'hydroélectricité, et plus particulièrement de la petite hydroélectricité qui est très très présente dans nos territoires, sur nos cours d'eau en montagne, puisque près de 30% des installations hydroélectriques sont en zone de montagne. France Hydroélectricité est un partenaire important pour l'ANEM et de longue date, avec qui nous travaillons régulièrement pour faire avancer la reconnaissance de cette petite hydroélectricité. Nous sommes toujours ravis de vous accueillir à nos congrès pour parler d'eau et d'hydroélectricité, et de petite hydroélectricité bien évidemment, et de venir à vos rencontres France Hydroélectricité. Alors, l'ANEM est bien évidemment consciente que la production hydroélectrique assure l'équilibre entre les intérêts énergétiques, économiques et environnementaux, comme nous venons de l'évoquer à la minute, de l'économie de montagne. L'ANEM est consciente des difficultés rencontrées localement pour l'installation de la petite hydroélectricité. Nous voyons bien dans nos territoires que ce n'est pas forcément très facile d'aller discuter avec les services de la DDT pour essayer de faire comprendre le bienfait d'un ouvrage que nous souhaitons installer sur un petit cours d'eau ou sur un ouvrage déjà installé et que l'on veut améliorer en rendement. Moi-même, dans les Hautes-Alpes, j'ai plusieurs cas où on a des projets qui, depuis, on ne va pas dire de nombreuses années, mais presque, sont en suspens et en attente d'une réponse de la DDT qui ne vient pas forcément. Alors que, nous le savons tous, nous avons besoin de plus en plus de développer nos énergies renouvelables et de développer la petite hydroélectricité. Donc, des fois, moi, ça m'agace un peu parce que quand on attend la signature ou l'avis d'un technicien qui ne vient pas, alors qui ne vient pas, peut-être pas forcément sur le terrain, mais l'avis qui ne vient pas non plus, là, on est souvent agacé. Donc, l'ANEM est consciente des oppositions locales
qui existent aussi, à l'installation de petites centrales hydroélectricité ou de moulins au fil de l'eau. Si l'hydroélectricité est la plus ancienne des énergies renouvelables, et avec un potentiel de près de avec un fort potentiel, près de 9 projets sur 10 sont souvent abandonnés du fait de ce manque de réactivité et de ce manque d'avis que nous avons. Alors, moi, pour avoir travaillé sur le projet, sur le rapport de la mission Flash concernant le projet de loi des énergies renouvelables, bien évidemment, j'ai fortement pris conscience, et nous vous avions auditionné justement au cours de ce rapport, j'ai fortement pris conscience, même si je l'avais déjà un peu, que l'information, la concertation et la participation des citoyens est impérative pour l'acceptation et l'acceptabilité des projets et pour s'assurer que tout soit mis en œuvre aussi, pour que la biodiversité soit préservée et que voilà, tout se passe bien au niveau de la rivière, du milieu aquatique. Ça, il faut en être conscient. Si on ne rassure pas, si on n'informe pas la population, bien évidemment, on a quelques problèmes ensuite pour conduire le projet. Pour conduire le projet et aussi pour préserver le principe de continuité écologique des cours d'eau, ce qui est important, et nous l'avons aussi dit tout à l'heure, développement économique et en même temps préservation de l'environnement et du cours d'eau. L'hydroélectricité est, chacun ici présent le sait bien, la première source d'énergie renouvelable et stockable en France. Son développement est nécessaire à l'heure où l'ensemble des modes de production renouvelables doit être mobilisé. C'est une énergie vertueuse, locale et décarbonée. Les ouvrages construits aujourd'hui peuvent l'être avec de faibles impacts environnementaux et un bon respect de la continuité écologique des cours d'eau. L'installation de nouvelles steppes sur les ouvrages existants pourront aussi améliorer le rendement économique et énergétique des ouvrages déjà existants. Alors c'est donc sans impact sur le prélèvement des milieux aquatiques que nous pourrons à nouveau créer des steppes sur les ouvrages qui existent déjà. Donc c'est une énergie pilotable avec une occupation foncière limitée. L'hydroélectricité permettra donc à la France d'atteindre ses objectifs nationaux et européens en matière d'énergie renouvelable et s'inscrit dans l'affirmation de l'intérêt public majeur des énergies renouvelables énoncé par la Commission européenne dans son REPowerEU plan de mai 2022. Cette reconnaissance d'intérêt public majeur dans le corpus législatif français a fait partie du dernier combat mené par les parlementaires de la montagne à l'Assemblée nationale et au Sénat en début de l'année 2023 avec l'appui de France Hydroélectricité, et nous avons travaillé ensemble et je vous en remercie bien évidemment. En effet, dans le cadre des débats sur le projet de loi sur l'accélération des énergies renouvelables, nous avons porté un amendement, conformément à la motion que nous avions adoptée à notre dernier congrès dans l'Aveyron en octobre 2022. L'amendement visait à reconnaître expressément l'hydroélectricité d'intérêt public majeur et sans passer par un décret. Alors, on n'a pas forcément obtenu un gain de cause. Le texte adopté prévoit quand même au final que les projets d'installation de production d'énergie renouvelable sont réputés d'intérêt public majeur. Ça, c'était extrêmement important de pouvoir approuver cela. Mais s'ils satisfont à des conditions définies, et là, on retrouve le décret, donc s'ils satisfont à des conditions définies en décret, en Conseil d'État. Donc, ce que nous espérons à l'ANEM, et je pense que vous aussi vous l'espérez, c'est que ce décret qui est en phase de finalisation soit très prochainement publié. Et nous veillerons à ce qu'aucun seuil ne soit inscrit dans ce décret pour ne pas pénaliser la petite hydroélectricité. Vous pouvez d'ailleurs compter sur nous, sur l'ANEM, sur les parlementaires, pour passer le message à Agnès Pannier-Runacher, que nous rencontrerons très prochainement, et nous lui indiquerons que nous ne souhaitons pas de seuil, c'est clair, et j'espère qu'elle l'entendra,
parce que, effectivement, si on veut développer toutes les sortes, tous les types d'énergie renouvelable et surtout la petite hydroélectricité dans nos territoires, eh bien, nous ne devons pas accepter de seuil. Alors, cette loi d'accélération des énergies renouvelables donne aussi plus de place aux élus locaux pour être maîtres de la concertation. Les communes devront identifier des zones d'accélération des énergies renouvelables, en accord avec les régions et avec les objectifs nationaux. Les élus de la montagne ont donc tout intérêt à étudier sur leur territoire le potentiel qu'ils ont pour développer et installer de l'hydroélectricité et pour ensuite faire remonter ce potentiel aux référents préfectoraux. Donc une cartographie sera ensuite élaborée par le préfet, par le référent préfectoral, puis transmis pour avis au comité régional de l'énergie, la CRE. Tout ça, ça a été défini dans dans la loi concernant l'accélération des énergies renouvelables. Par ailleurs, la loi climat et résilience a créé les nouveaux comités régionaux de l'énergie, les CRE. Et c'est auprès des CRE que la cartographie sera remontée pour que ces CRE valident cette cartographie. Alors, le décret sur la composition et le fonctionnement de ces fameuses comités régionaux de l'énergie a été publié en début d'année 2023. Là encore, les élus ont eu toute leur place dans la concertation. Ces comités sont encore tout jeunes et devraient progressivement s'installer dans les régions. Si jamais vous voyez qu'il y a peut-être des retardements, un retard, on va dire, sur l'installation de ces creux, je pense que ce serait intéressant que vous nous les fassiez remonter, et que nous, on fasse remonter directement à la ministre, parce qu'il est important que, comme son nom l'indique, comme la loi l'indique, accélération des énergies renouvelables. Donc, si on n'accélère pas, eh bien, alors on n'ira peut-être pas moins vite, mais on n'ira peut-être pas plus vite non plus. Donc, il est essentiel de faire connaître cette instance de dialogue à l'ensemble des élus, bien évidemment, de la montagne, pour qu'ils puissent y prendre toute leur part pour faire valoir le potentiel de leur territoire en matière d'hydroélectricité. Alors, je pense qu'un travail de communication et de pédagogie avec France Hydro auprès de nos adhérents, donc nos adhérents élus, maires et présidents de communautés de communes, conseillers départementaux et conseillers régionaux, serait fort apprécié de tous pour faire connaître ces comités et les aider à repérer où sont les potentiels des territoires. Et je pense que nous allons y travailler ensemble. Je pense que c'est extrêmement important que nous puissions avoir un partenariat fort à ce niveau-là. Parce qu'il faut être conscient qu'effectivement, avoir un potentiel sur son territoire et savoir où il se trouve, c'est un petit peu différent. Et les élus locaux, je pense notamment aux maires des petites communes, alors petites communes en nombre d'habitants bien évidemment, ce n'est absolument pas péjoratif, n'ont pas forcément les moyens humains pour pouvoir aller détecter les zones potentielles et pour ensuite aller en discuter avec leur population. Donc je pense qu'un travail en partenariat et justement des fédérations comme la vôtre peuvent aider les élus locaux à aller repérer tous les projets qui peuvent être portés sur les territoires. Et les porteurs de projets présents aujourd'hui ont toute la confiance des élus. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir travailler ensemble, parce que vous êtes depuis toujours sur le terrain et vous aidez les collectivités dans leurs dossiers pour trouver et installer de l'hydro. Et là, je pense que la confiance entre l'élu et les professionnels que vous êtes est extrêmement essentielle pour ensuite pouvoir porter ces projets auprès de la population. Si l'élu n'est pas persuadé, ça sera compliqué pour lui d'aller porter la bonne parole, on va dire, auprès de ses concitoyens. Vous avez su depuis longtemps tisser des relations de confiance avec les élus locaux et vous êtes investi dans la vie des territoires que vous connaissez bien, parce que vous en êtes aussi les acteurs.
Et ça, je pense qu'un élu local en a la pleine conscience. Il faut absolument que cette relation de confiance réciproque perdure pour le développement de la filière, bien évidemment, et aussi pour le développement de nos énergies renouvelables sur nos territoires. L'accélération des énergies renouvelables ne doit pas aboutir à des pratiques ou des dérives des uns ou des autres qui rejailliraient sur l'ensemble de la filière irrémédiablement. Aujourd'hui, un nouveau sujet émerge autour de l'hydroélectricité en lien avec l'actualité et le changement climatique. En effet, la sécheresse exceptionnelle que la France a connue l'année dernière a mis à mal la production hydroélectrique dépendante des conditions météorologiques. En 2022, la production d'hydroélectricité a d'ailleurs atteint un niveau historiquement bas lié à cette sécheresse qui a entraîné une diminution des débits de certaines rivières et a obligé certains barrages à relâcher de l'eau pour soutenir les autres usages que la production d'énergie. Alors, on peut penser aux Pyrénées orientales qui sont encore confrontées à ce phénomène, qui n'ont pas eu de pluie depuis plusieurs mois et qui pâtissent actuellement de cette sécheresse qui perdure et qui perdure depuis déjà de nombreux mois. D'ailleurs, dans ce département, un arrêté préfectoral en date du 9 mai de cette année impose des mesures de restriction sur l'usage de la ressource en eau, y compris sur les cours d'eau. En effet, l'arrêté interdit l'éclusage ou la manœuvre de vannes d'ouvrages hydrauliques, tels que les moulins, tels que les étangs, tels que les microcentrales, tels que les mares et retenues au fil de l'eau, dans la mesure où celle-ci aggraverait le niveau de prélèvement sur les cours d'eau. Alors, ça a été le cas également dans le département des Hautes-Alpes, plus cette année, donc département où je suis élue. Le barrage de Serre-Ponçon a connu une sécheresse exceptionnelle que personne n'avait connue jusqu'à présent, l'été dernier. Alors, sans ce barrage, il faut être conscient, c'est que la question se pose aujourd'hui du choix des usages à prioriser. Et si nous n'avions pas eu ce barrage, je pense que ça aurait été une catastrophe, notamment sur l'approvisionnement de l'eau potable de la grande métropole ex-Marseille. Et puis si nous n'avions pas ce barrage, il n'y aurait pas, donc, comme je le disais, cet approvisionnement, cette alimentation en eau potable, mais nous n'aurions pas non plus d'irrigation agricole, nous n'aurions pas de production d'énergie et nous n'aurions pas non plus la possibilité d'accueillir les touristes qui viennent nombreux dans les Hautes-Alpes et notamment l'été autour du lac de Serre-Ponçon. Ces ouvrages qui ont été construits il y a déjà de très nombreuses années nous permettent aussi de préserver les milieux aquatiques et la faune et la flore. Et ça, je pense qu'il faut le répéter. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, les oppositions à toutes ces constructions ou ces maintiens d'ouvrages ou à ces renforcements d'ouvrages sont souvent, je ne veux pas dire autistes, mais presque sur le fait que, bien sûr, on est là pour préserver nos milieux aquatiques, notre faune et notre flore sauvage. C'est évident, c'est évident. Donc les barrages d'hydroélectricité contribuent aussi à la sûreté en matière de gestion des crues, puisque loin d'être transparents dans les bassins versants, les barrages jouent un rôle de tampon, de régulateur, qui évite bien des inondations et des catastrophes, comme on a pu en connaître en montagne. Le barrage est donc bien d'utilité publique majeure. Alors cette année, contrairement à l'année dernière, le barrage de Serre-Ponçon fait un peu tampon parce qu'effectivement, le lac est bien plein. Là, en arrivant dans la Drôme ce matin, alors qu'il fait quasiment une sécheresse sur Paris, on se rend compte que l'eau dans le sud de la France, et notamment sur le quart sud-est et notamment sur les territoires alpins, est bien présente. Et alors, on va pas crier catastrophe. Malheureusement, il y a d'autres endroits en France où il y en a eu et où il y a eu des inondations. Je pense notamment dans le sud-ouest de la France et aussi un peu dans le sud du sud-est de la France.
Mais effectivement, si on n'avait pas le barrage de Serponçon cette année, je pense qu'on aurait quelques crues, alors que l'année dernière, on pleurait parce qu'on manquait d'eau. Donc comme quoi un barrage, ça fait vraiment tampon. Et le barrage l'année dernière a quand même servi aussi à approvisionner, à pouvoir préserver cette eau et à pouvoir en priorité approvisionner le sud de la France, enfin le quart sud-est, notamment métropole Aix-Marseille, en eau potable. Donc comme quoi un barrage a de multi-usages, plus que créer de l'énergie, mais aussi permet aussi de faire un barrage tampon entre les différents usages. Alors ces sécheresses ne sont pas sans conséquences sur les événements torrentiels et sur la biodiversité locale. Bien évidemment, nous l'avons vu il y a quelques jours sur certains territoires. Dans ce contexte de changement climatique et de sécheresse qui sont amenées à devenir de plus en plus fréquentes, il est indispensable de travailler ensemble sur la gestion de l'eau qui nous est finalement vitale. Le gouvernement est d'ailleurs saisi du sujet de la gestion de l'eau en présentant le 30 mars dernier dans les Hautes-Alpes, justement à Savines, sur le lac de Serponçon, un plan national visant à une meilleure gestion de l'eau face aux conséquences du changement climatique. La table ronde que vous allez organiser cet après-midi, phénomène hydrologique extrême, quels moyens d'adaptation pour l'avenir de l'hydro, est donc, vous le dites dans vos propos introductifs, une belle opportunité pour discuter des perspectives et des enjeux liés à l'hydroélectricité et l'eau dans la transition énergétique et la préservation de la biodiversité locale. Alors, pour terminer mon intervention, j'évoquerai en 2 mots les prochaines actions qui seront menées à l'Assemblée nationale, à savoir les débats sur la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie et la loi de programmation énergie-climat qui vont arriver dès l'automne. L'hydroélectricité et les petites centrales sont la première énergie renouvelable en France. Elles devront le rester et dans ces 2 lois de programmation de l'énergie, elles devront avoir toute leur place. L'ANEM y veillera, comme nous l'avons veillé sur la loi d'accélération des énergies renouvelables. Donc vous pouvez donc compter sur l'ANEM et les élus de la montagne, les parlementaires, sénateurs, députés, pour continuer à défendre le développement de l'hydroélectricité et de la petite hydroélectricité en montagne. Pour conclure, je renouvelle mes remerciements à vous, Monsieur le Président, à France Hydroélectricité, d'avoir invité l'ANEM à ces rencontres et de ce partenariat utile pour le développement économique des territoires de montagne. Je vous remercie. Merci, Présidente. C'est nous qui vous remercions d'être venus jusqu'à nous. D'une part, vous remerciez aussi pour ce discours et pour finalement ces éléments de feuille de route que nous partageons ensemble. Vous avez compris la cohérence de l'action, que ce soit côté parlementaire ou auprès de toutes les instances qui nous animent collectivement. Je veux aussi rappeler l'attachement de la profession à la préservation de la biodiversité. C'est un élément important, vous l'avez souligné, et la profession a pu montrer qu'elle savait faire. Si je puis dire, il n'y a plus qu'à maintenant. Et donc, bien sûr, on sera à vos côtés et aux côtés de vos élus que vous représentez pour pouvoir faire ces évaluations potentielles dont vous avez parlé et pour pouvoir permettre le déploiement de la petite hydroélectricité. Voilà. Merci beaucoup, Présidente.